Euh, Bonjour tout le monde. Allô, allô, test. Est-ce que vous m'entendez? Alors, bonjour tout le monde. Visiblement, il y a pas beaucoup de monde. On va attendre quelques instants en attendant que d'autres personnes se joignent à nous. Alors, parfait. On va pas tarder à commencer. On va juste laisser un tout petit peu de temps pour que d'autres personnes puissent nous suivre. Alors, on va commencer dans une minute.
Alors, bonjour tout le monde. Si vous m'entendez clairement, merci de me faire signe. Alors, vous m'entendez? Ok. Bonjour tout le monde. Nous avons visiblement, et ça ne m'étonne pas, un problème de ponctualité. Ça a toujours été le cas, mais afin d'essayer de donner l'exemple, on va pas retarder les gens qui étaient là à temps. Donc, on va commencer. Les autres pourront nous rattraper plus tard. D'abord, je tiens à remercier le groupe des jeunes qui sont à l'initiative du réseau des jeunes scientifiques mauritaniens, initiative que je salue de tout mon cœur et je pense d'une importance capitale pour le développement d'une nouvelle mentalité chez les jeunes Mauritaniens en termes de aborder la carrière et aborder des questions de développement de carrière différemment, mais aussi d'une façon beaucoup plus importante, c'est d'aborder la problématique des réseaux. C'est comment se mettre en réseau, pouvoir partager des choses, pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir faire connaissance tout simplement, ce qui est extrêmement utile et ce qui est en lien direct avec le sujet qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Donc, je tiens à les remercier et c'est un grand plaisir que je sois le premier qui intervient dans le cadre de cette activité de Live Talk. Alors, la deuxième chose, c'est que le sujet est extrêmement important. Le sujet, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui est en quelque sorte qui constitue une question existentielle pour chaque jeune, quel que soit son niveau académique, quelle que soit sa situation professionnelle, qu'il soit au lycée, qu'il soit à l'université, qu'il soit en dehors des circuits scolaires, c'est comment trouver tout simplement un travail. Et ce qui correspond quelque part à le souci majeur de comment réaliser ses objectifs, comment répondre et atteindre répondre à une attente sociale d'une jeunesse qui doit jouer un rôle dans le développement du pays, mais qui doit répondre à un certain nombre d'attentes et d'aspirations personnelles que chaque jeune aspire, que chaque jeune veut réaliser sur le plan personnel, sur le plan familial, mais aussi sur le plan plus globalement national et international. Alors, il s'agit de comment trouver un boulot. Et là, on parle concrètement du contexte mauritanien, qui est un peu spécifique, qui a ses spécificités, ses complexités, qui est marqué par ce qu'on appelle communément le monde informel. Il y a une informalité frappante qui diffère d'un pays à l'autre, mais pour ceux d'entre vous qui ont vécu à l'étranger, on est beaucoup plus informel, le marché mauritanien est beaucoup plus informel, le marché du travail surtout, que dans d'autres pays. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, donc on ne va pas pouvoir parler dans le détail, parce que le sujet englobe un certain nombre de sous-sujets. On ne va pas pouvoir parler dans le détail de tout ça, mais ce qu'on va essayer, c'est d'aborder le sujet avec quelques points que j'estime d'une importance capitale pour tout jeune, quel que soit son âge, quel que soit son niveau d'activité, qu'il soit actuellement en activité, qu'il soit en recherche d'opportunités, qu'il soit étudiant ou qu'il soit tout simplement lycéen. Alors, la première chose, le premier concept que je vais développer, c'est le concept qu'on appelle le projet professionnel. Alors, c'est une notion un peu bizarre, c'est une notion un peu inexistante dans l'esprit de beaucoup de jeunes Mauritaniens. Je parle en toute connaissance de cause, vu que j'enseigne dans différentes universités et que j'ai eu à connaître et à côtoyer, à coacher et à mentorer un certain nombre de jeunes. Et malheureusement, le système scolaire ne nous permet pas de développer, y compris, quand je parle de l'environnement, je parle de l'environnement scolaire, mais aussi de l'environnement global, y compris l'environnement familial, ne nous permet pas de développer des projets professionnels à un temps suffisamment tôt afin de pouvoir l'atteindre. Donc du coup, nous sommes face à une problématique méthodologique et nous sommes
apportés par, nous avons un problème d'orientation d'abord. Quand on fait, ceux d'entre vous qui sont au lycée, ceux d'entre vous qui sont étudiants, si vous vous rappelez de votre épisode, de votre étape scolaire au lycée, mais vous êtes, ce que vous voulez devenir, vous n'en savez rien. Vous êtes influencé par un certain nombre d'influences. Moi, je vais être médecin, c'est à la mode. J'ai quelqu'un dans ma famille qui a réussi dans un tel domaine, donc je vais être comme cette personne. Je vais être à un moment donné, et ça change régulièrement. Il y a des spécialités qui sont à la mode. On n'en sait pas grand-chose. On est influencé par d'autres personnes. Et du coup, notre orientation, elle est assez problématique parce que souvent, après le bac, nous sommes dans une phase, nous sommes un peu perdus face à une multitude de spécialités qui s'offrent à nous dans le cadre de l'université, d'enseignement professionnel ou autre. Donc, on ne connaît pas grand-chose. Donc, ça commence par le problème d'orientation et d'une façon plus importante, c'est qu'on est incapable, et ça j'en suis témoin, je suis passé par là, mais beaucoup de jeunes aussi le sont également, nous sommes incapables de répondre à la question qu'est-ce que je vais devenir? Vous voulez devenir qui? Vous voulez devenir quoi? Vous voulez exercer quelle activité? Vous voulez aborder quel secteur d'activité? Quels sont vos objectifs professionnels? Qu'est-ce que vous voulez réaliser dans 5 ans? Qu'est-ce que vous voulez réaliser dans 10 ans? Etc. Donc, c'est des questions. Donc, on est en termes de positionnement philosophique, on répond plutôt à un déterminisme plutôt qu'à un volontarisme. Donc, c'est pas la personne qui se dit à un moment donné, je veux devenir ceci, et qui va œuvrer et tout faire pour réaliser cet objectif, mais c'est plutôt, on est influencé par un certain nombre d'opportunités qui peuvent s'offrir à nous, on est influencé par notre environnement immédiat, donc du coup, on devient quelque part ce qui est possible de devenir. Et ça, c'est quelque part assez décevant pour la plupart des jeunes, parce que beaucoup d'entre eux commencent des études et ils découvrent plus tard que ça ne les intéresse pas forcément parce qu'ils n'en savaient pas grand-chose quand ils ont commencé. Certains d'entre eux commencent même des activités professionnelles et ils découvrent que ça, c'est pas leur vocation parce que ça ne répond pas. Souvenez-vous des concepts que j'avais énoncés dès le début, des attentes personnelles, psychologiques, familiales, sociales, etc. Ça ne correspond pas à ce qu'on veut. C'est pas ça qu'on cherche exactement. Et du coup, nous sommes également incapables d'œuvrer, de mettre en place des plans, de poursuivre des objectifs d'une façon plutôt proactive, en mobilisant nos ressources, en focalisant nos énergies dans la poursuite d'un objectif assez bien défini, assez bien clair. Donc, il serait extrêmement intéressant au niveau de chaque jeune de commencer à se poser un certain nombre de questions. La première question, elle est plutôt d'un niveau, je dirais, philosophique. Mais il faut se poser la question, c'est quoi la vocation, c'est quoi ma vocation dans la vie, qu'est-ce que je veux faire, dans quelle mesure je vais influencer mon environnement, qu'est-ce que je vais réaliser au niveau de ma vie, de la vie de mon entourage proche, de ma communauté, au niveau national, etc. Donc ça, c'est un certain nombre de questions qui méritent beaucoup de réflexion, qui méritent, je dirais, beaucoup de méditation, et il faut trouver des réponses. Il faut essayer de décortiquer vos envies, vos aspirations, etc., afin de répondre à cette question. Ensuite, on va descendre d'un cran et se placer au niveau professionnel. Donc, je veux, normalement, comme tout le monde, exercer un rôle dans les milieux professionnels. Donc, je ne parle pas de tous les rôles que vous pouvez jouer dans votre vie, mais dans les milieux professionnels, qu'est-ce que je veux faire? Et qu'est-ce que je veux faire? Je ne parle pas du court terme, c'est pas ce que je vais faire demain ou après-demain, mais je vais me positionner plutôt sur le long terme. Où est-ce que je me vois dans 15 ans? Où est-ce que je me vois dans 10 ans? Donc, il faut essayer de répondre à ces questions. Là, c'est un peu problématique parce que c'est un peu abstrait, mais il faut commencer par analyser votre environnement. Ne pas se laisser influencer directement par quelques profils qui ont réussi ou des profils qui sont valorisés par l'environnement familial, l'environnement de la communauté assez globale ou au niveau des amis ou autre. Mais essayez de décortiquer, de comprendre quel métier exercent ces personnes, quel rôle jouent ces personnes actuellement et quelles sont les différentes possibilités qui sont offertes
et se positionner par rapport à cette panoplie de profils et de rôles, de métiers qui sont existants dans votre environnement. Mais aussi, il faut essayer d'être un peu innovant parce qu'il ne suffit pas seulement de reproduire ce qui existe. Mon père, il travaille dans un ministère, mon oncle, il est informaticien, mon voisin, il est médecin, etc. Il faut essayer de ne pas se limiter à ça et s'ouvrir, briser la glace qui vous entoure, s'ouvrir au monde, voir d'autres personnes, etc. Et c'est pour cela que côtoyer des réseaux comme celui-là, ou œuvrer dans le monde associatif, ça vous donne une exposition beaucoup plus grande afin de découvrir d'autres personnes qui peuvent vous inspirer, d'autres personnes qui jouent des rôles qui peuvent vous intéresser, d'autres personnes qui peuvent vous permettre de vous reconnaître. Et c'est un processus qui ne s'arrête pas. Donc, il faut bien commencer à un moment donné, amorcer cette réflexion, mais ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas une fois que vous avez des décisions que vous allez prendre pour toute la vie. Vous pouvez revenir à tout moment, changer, parce que vous allez changer aussi en cours de route et adapter vos objectifs. Maintenant, on va descendre encore d'un cran et raisonner en termes de métier. Mais quel métier je vais exercer? Et comment? Quels sont les moyens? C'est vraiment une question de principe de management stratégique très simple. Je commence par une vision globale de mon rôle, de mon existence, de qu'est-ce que je veux faire dans le milieu professionnel. Ensuite, je vais me fixer des objectifs assez clairs, assez smart, comme on dit. Un objectif smart, c'est un objectif simple, c'est un objectif mesurable, c'est un objectif réaliste, c'est un objectif limité dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez lui dire, je veux devenir dans 10 ans médecin, spécialiste de telle spécialité. Dans 10 ans, je vais travailler dans ce secteur, etc. Donc, un objectif SMART, c'est un objectif que vous allez pouvoir mesurer. Si vous me dites, et là j'ai beaucoup d'expérience d'encadrement de jeunes, j'ai parlé à beaucoup de jeunes, quand je leur pose la question, la personne peut répondre, oui, je vais réussir ma vie. Mais ça veut dire quoi? Ce n'est pas simple, donc on n'a pas la même compréhension de réussir. La définition de la réussite diffère d'une personne à une autre. Ce n'est pas mesurable, donc on n'est pas en mesure de se dire dans 10 ans, est-ce que vous avez bien réussi votre vie ou non? Et ce n'est pas limité dans le temps, parce que quand on se fixe un objectif, on va se fixer un objectif dans un horizon temporel bien défini. Donc dans 5 ans, je vais faire ceci, dans 1 an, je vais réaliser ceci, dans 10 ans, je vais réaliser tel. Donc ça, c'est en termes d'objectifs. Donc il faut vraiment être proactif et il faut avoir une vision claire de vos objectifs et une définition claire de vos objectifs. Donc ensuite, l'étape qui va suivre logiquement, c'est de se dire, j'ai un tel objectif que je vais réaliser dans 10 ans, comment je vais le réaliser? Parce que souvent, figurez-vous bien que les objectifs ne se réalisent pas tout seuls. Donc un objectif bien défini, c'est déjà une étape très importante, et pour pouvoir l'atteindre, il faut être en mesure de définir clairement quels sont les moyens, quels sont les leviers d'action qui vont vous permettre de réaliser cet objectif. C'est-à-dire de faire la liste des choses par étapes, que vous devez, des objectifs, ce qu'on appelle des milestones, c'est-à-dire des étapes intermédiaires que vous devez réaliser progressivement afin d'atteindre votre objectif long-termiste. Donc ça, il faut aussi l'analyser, il faut bien le comprendre. Et pour cela, c'est toujours une tâche extrêmement délicate et extrêmement difficile. Mais il faut s'entourer de bonnes personnes, il faut demander aux personnes qui peuvent vous apporter des réponses techniques, des réponses sur un tel métier, sur une telle possibilité, sur une telle opportunité, etc. Arrêtez votre plan. Donc, maintenant, vous pouvez vous dire que vous avez, là, je n'ai pas beaucoup de temps dans le détail de comment confectionner un plan de carrière à un projet professionnel, mais c'est déjà, on a un certain nombre d'éléments que vous allez pouvoir utiliser pour construire les grandes lignes de votre plan de carrière. Maintenant, vous avez une visibilité, vous avez des objectifs assez clairs. Comment réaliser ces objectifs? Alors souvent, ça passe par acquérir un certain nombre de compétences, acquérir un certain nombre un savoir-faire, acquérir un savoir-être et une panoplie d'habiletés et de compétences et de qualités qui vont vous permettre de réaliser cet objectif. Donc, je vais revenir plus tard sur ce qu'on appelle communément soft competencies ou les compétences douces. Et
je parle pas de compétences techniques liées à votre formation, je parle de compétences plutôt personnelles qui sont liées à votre capacité à comprendre le monde, à agir, à interagir avec les autres, à communiquer, à négocier, à se positionner, à s'imposer, etc. Donc là, je vais y revenir plus tard. Mais maintenant, pour ne pas être très long, concrétiser ce plan de carrière passe nécessairement par acquérir des compétences qui sont offertes par le système dominant, souvent par ce qu'on appelle le système éducatif académique ou professionnel. Donc, vous devez souvent, le plus souvent, il ne faut pas écarter la possibilité de réussir ces objectifs, son projet professionnel à travers des façons atypiques. Je connais des autodidactes, donc c'est-à-dire des personnes qui ont appris par eux-mêmes en dehors du système d'enseignement classique, et qui ont réalisé et qui sont devenus extrêmement performants. Et ça ne veut pas dire que la réussite se limite seulement au système classique d'enseignement, mais essentiellement, elle passe par le système d'enseignement. Donc, pour pouvoir acquérir des compétences en médecine, pour pouvoir acquérir des compétences en ingénierie, en économie, en psychologie ou autre, vous devez passer par le système bien établi qui est bien tracé pour vous permettre de réaliser ces objectifs. Donc maintenant, vous avez fait votre choix, ou vous vous êtes trouvé embarqué dans un choix, ce qui est le cas de beaucoup d'entre vous. Après votre bac, vous êtes perdu, vous avez été orienté par pur hasard et vous débarquez dans une spécialité, vous commencez à la découvrir. Bon, au bout d'un moment, soit ça vous plaît, soit ça vous plaît pas, donc soit vous vous adaptez, soit vous avez la possibilité de changer, etc. Je ne peux pas parler de la situation de chacun, mais en général, on commence des études générales, professionnelles ou autres. Alors, maintenant, durant ce processus d'apprentissage conventionnel, je dirais, vous devez acquérir un certain nombre de compétences, vous devez acquérir un savoir-faire et vous devez être en mesure d'être sûr que ce que vous êtes en train de faire va vous permettre de réaliser vos objectifs. Il faut toujours raisonner en termes d'objectifs long-termistes. Je vais devenir ceci en 10 ans. Est-ce que ce que je fais actuellement va me permettre de le faire? Alors, maintenant, on va développer une autre idée qui est beaucoup plus réaliste, parce que dans un monde idéal, vous êtes jeune, collégien ou lycéen, vous êtes bien accompagné, vous définissez vos objectifs, vous commencez les études qui sont mieux appropriées à votre personnalité, à votre parcours, à vos objectifs, etc. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Souvent, on se trouve embarqué. Donc, du coup, il faut toujours faire. Ce n'est pas un processus linéaire, mais c'est un processus plutôt itératif. Donc, il y a beaucoup d'allers-retours entre votre vécu, entre les possibilités qui s'offrent à vous, entre les opportunités que vous avez et entre votre plan de carrière qui est, par définition, qui ne peut pas être rigide, qui ne peut pas être figé. Donc, c'est un plan que vous pouvez actualiser régulièrement. Vous pouvez même le changer de fond en comble, de passer d'objectifs orientés vers un autre objectif qui est carrément à l'opposé, parce que vous avez découvert que les premiers objectifs que vous êtes fixés ne vous intéressent pas vraiment, parce que vous avez eu des opportunités que vous n'avez pas, etc. Donc, c'est un processus de négociation permanent entre les opportunités et l'environnement, présent dans l'environnement, et vos capacités, le système qui vous entoure, etc. et entre vous. Donc, c'est un processus de négociation permanent qui va vous permettre de confectionner, de mettre à jour régulièrement votre plan professionnel. Maintenant, on arrive à notre sujet qui doit être lié, qui doit pas être, parce que la problématique souvent, c'est qu'on aborde des études on sort diplômé, malheureusement, dans nos institutions locales, nous avons des étudiants ont beaucoup de défis à sortir avec des compétences qui leur permettent d'accéder au marché d'emploi. Mais ce n'est pas la fin du monde. C'est assez complexe. Ce n'est pas aussi évident. Ce n'est pas la situation idéale. Mais il faut la plus belle qualité d'un jeune professionnel, d'un jeune leader, c'est sa capacité d'adaptation. Donc, il faut être à mesure de vous adapter par rapport à l'offre existante, par rapport aux défis de l'environnement, etc. Donc, vous sortez diplômé d'une formation, soit que vous avez choisi, soit que vous n'avez pas bien choisi. Je suppose que durant cette formation, vous avez fait de votre mieux pour acquérir le plus de compétences, pour développer le plus
de qualités professionnelles qui vont vous permettre de réaliser votre projet. Mais une fois que vous êtes sorti du système de formation, que ce soit au niveau de l'enseignement général, à l'université, dans une école spécialisée, une école d'architecture, une école de commerce, une école d'ingénieur, ou dans une formation de professionnelle, de secrétariat, ou de mécanique, ou d'électricité, ou autre, il faut pas réduire, on a souvent tendance à réduire les études et l'apprentissage à l'université classique. Il y a beaucoup d'autres offres et beaucoup d'autres possibilités de formation au niveau de l'enseignement professionnel, que ce soit au niveau des lycées professionnels ou autre. Alors, maintenant, vous sortez de ces systèmes avec ce qu'on appelle communément un diplôme, et qui malheureusement ne répond pas aux aspirations des personnes qui portent ces diplômes. Alors là, nous sommes face à une problématique assez complexe, assez délicate. L'objectif, c'est de pouvoir toujours, même si vous n'avez pas un projet professionnel, il est toujours temps de le mettre en place. Il est toujours temps de le réaliser. Il est toujours temps de partir de votre situation actuelle, de votre historique, de vos acquis, faire une analyse, ce qu'on appelle une analyse SWOT, c'est une analyse de vos forces, vos faiblesses. Ça, c'est au niveau interne, mais au niveau externe, des opportunités et des menaces présentes dans l'environnement. Donc, faites cette analyse, construisez votre projet professionnel. C'est quelque chose, qui est assez fondamental, quel que soit votre niveau, que vous soyez au lycée, que vous commencez des études, que vous êtes diplômé, que vous êtes jeune professionnel, etc. Il faut toujours faire cette démarche proactive, ne pas se laisser aller, se laisser influencer, guider par des facteurs externes, mais il faut être à mesure d'assurer une part de proactivité, de viser, de réaliser des objectifs et d'œuvrer pour les réaliser. Alors maintenant, on arrive à la phase où vous êtes face au marché de l'emploi. Donc, le marché de l'emploi, on n'aura pas le temps de parler, de détailler, de définir c'est quoi un marché de l'emploi, mais globalement, ça répond à un certain nombre d'offres présentes, un certain nombre d'acteurs économiques qui sont présents et qui vous proposent de jouer un rôle professionnellement parlant. Donc, et ça peut prendre différentes formes. Donc, je vais essayer de parler de deux formes essentielles vu la contrainte du temps. D'abord, on a ce qu'on appelle les salariats, et ensuite, nous avons une autre alternative qui n'est pas très classique, c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Alors, la première chose, je vais vous donner quelques éléments sur le marché mauritanien pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas. Alors, le marché mauritanien du travail est marqué, comme je l'avais dit, par une prédominance de l'informel. Très peu d'entreprises structurées offrent des opportunités via les canaux du marché traditionnel, c'est-à-dire en faisant des offres publiques de recrutement, en faisant des annonces ou en passant par des concours de recrutement, etc. Ça représente une partie minime des opportunités d'emploi présentes sur le marché. Mais après, il ne faut pas dire que le marché n'existe pas, parce que quotidiennement, on recrute, on engage des gens, on confie des missions à des gens, parce que les entreprises, pour pouvoir fonctionner, les organisations globalement, parce que je ne le dis pas seulement au secteur marchand, secteur privé marchand. Alors, il y a l'État qui recrute, il y a un certain nombre d'organisations publiques qui recrutent, et il y a les entreprises formelles qui recrutent, mais il y a aussi beaucoup d'activités informelles, beaucoup d'entreprises qui sont dans l'informalité qui recrutent. Et il y a aussi un certain nombre d'intervenants internationaux à travers des entreprises internationales, des multinationales qui s'implantent en Mauritanie ou à travers des organisations internationales spécialisées dans des domaines particuliers qui sont à but non lucratif qui interviennent. Donc, il y a une panoplie d'offreurs d'emploi. Alors là, je parle du salariat. Je n'ai pas de chiffres exacts, mais les opportunités qui sont annoncées publiquement restent minimes. Mais figurez-vous bien que ce n'est pas seulement le cas de la Mauritanie. Beaucoup de recrutements, beaucoup d'embauches se font à travers des circuits parallèles du marché de travail classique qui consiste en la confrontation de l'offre et de demande d'emploi. Donc, vous avez un certain nombre d'annonces qui sont faites à travers des journaux, à travers des sites internet. Je donne le cas de Beta.mr, qui est un site qui était un peu pionnier dans le domaine en mettant
en annonçant des opportunités, en permettant à des recruteurs de poster leur offre d'emploi et en les mettant en les connectant à des demandeurs potentiels d'emploi. Mais il y a d'autres canaux, il y a des offres qui sont annoncées à travers des journaux, il y a des concours classiques qui sont organisés, qui sont annoncés via le portail concours.gov, etc. Mais ceci ne représente pas, je n'ai pas les chiffres exacts, mais ça ne représente qu'une petite partie de l'offre de l'emploi. Et là, nous pouvons parler du dysfonctionnement du marché de l'emploi. Mais là, on n'est pas en train de refaire le monde ou de se dire, voilà ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Vous êtes devant une situation, vous devez vous adapter à l'environnement, quelles que soient les difficultés qu'il présente, quelles que soient les contraintes qu'il présente. Mais comme j'avais dit, ce n'est pas la particularité de la Mauritanie. En France, moins de la moitié des offres d'emploi passent par les canaux classiques de recrutement. Le canal le plus important, c'est ce qu'on appelle le networking, c'est-à-dire de se faire connaître, de faire connaître ses compétences à un éventail, au plus grand nombre de personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par vos compétences. Et ces personnes, le plus simple, vous savez, une opération de recrutement, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Si j'ai besoin de recruter un ingénieur, un informaticien spécialisé en développement des logiciels, tel type de logiciel, etc., pour mon organisation, que ce soit une organisation publique ou une organisation à but non lucratif. Et j'ai vu quelqu'un qui a parlé du bénévolat. Les organisations à but non lucratif recrutent des salariés. Donc, les organisations, quand on parle du système des Nations Unies, quand on parle des grandes ONG internationales, ce n'est pas, on recrute pas des gens, on recrute des gens, des salariés, pour occuper des postes d'emploi rémunérés comme dans le privé. Mais l'objectif de l'organisation, ce n'est pas de gagner de l'argent. Il y a d'autres objectifs qui ne sont pas lucratifs. Alors, quand on est recruteur, le plus facile, si j'arrive à identifier la personne qui va répondre à mon besoin, je vais la contacter directement. Parce qu'en processus de recrutement, quand je fais une annonce ou une offre d'emploi, ça va impliquer un coût qui est assez considérable, ça va impliquer des délais qui sont assez considérables, mais ça va aussi impliquer une marge d'erreur parce que quand je fais une annonce, c'est-à-dire que je vais définir le profil recherché avec les compétences, etc., c'est toujours approximatif parce que ici, à le traduire par écrit, ce n'est pas aussi évident. Donc, je vais recevoir beaucoup de candidatures. Donc, comme j'ai déjà dit, ça va me consommer beaucoup de temps, ça va me consommer de l'argent parce qu'il y a toute une infrastructure à mettre en place pour pouvoir recevoir, trier les candidatures, faire les sélections, faire des tests éventuellement, demander, recevoir les gens en entretien et prendre une décision qui peut, on est toujours dans l'incertitude, qui peut ne pas être la meilleure décision. Donc, si je connais une personne dont je connais les compétences, dont je connais les qualifications et qui répond à mon besoin de recrutement, je vais pas aller m'embêter avec des procédures de recrutement assez complexes qui vont me coûter de l'argent et du temps. Donc, je vais essayer de contacter cette personne et essayer de l'engager directement. Et je vous assure que ça se passe comme ça dans la plupart du temps. Beaucoup de gens vont parler dans le contexte mauritanien, de favoritisme, mais je ne peux pas vous dire que la situation s'est complètement transformée, mais surtout dans les organisations où on a vraiment besoin de performance, on ne peut pas recruter n'importe qui parce que c'est les cousins de tel, parce que c'est les fils de tel, etc. C'est une approche qui est révolue parce qu'on est face à des investisseurs qui ont des niveaux de performance à atteindre et qui ne peuvent pas se permettre de recruter la famille, les amis, les connaissances, etc. Ils partent souvent d'une identification du besoin qui doit répondre à un certain niveau de performance qui est recherché par l'organisation. Donc du coup, les recrutements, que ce soit en Mauritanie ou que ce soit ailleurs, je peux vous donner l'exemple des États-Unis où il y a
énormément une proportion extrêmement importante de recrutement qui passe à travers des networking. En Mauritanie, ce n'est pas l'exception. Souvent, je peux vous donner l'exemple d'un certain nombre de personnes qui sont dans mon réseau professionnel et qui me contactent en me disant je cherche un bon spécialiste de communication, je cherche un spécialiste en suivi et évaluation, je cherche quelqu'un qui a une expérience de 10 ans en matière de ceci, etc. Est-ce que vous pouvez me recommander quelqu'un? Et moi, un bon networker, je vais mobiliser, je vais voir dans mon réseau immédiat, est-ce qu'il y a des personnes qui ont ce profil et je vais pouvoir les recommander directement à la personne et ça peut donner lieu à un recrutement et à un engagement concret. À ce titre, le LinkedIn et les réseaux professionnels qui vous permettent d'exister dans le monde virtuel sont extrêmement importants. Alors, aborder le salariat, ça nécessite aussi de se préparer en termes de votre image. Donc, vous pouvez postuler, j'ai pu à recruter, à faire partie de beaucoup de commissions de recrutement et je vous assure que parfois, je tombe sur des CV, des lettres de motivation. Vous pouvez imaginer la première réaction d'un recruteur qui reçoit 400 offres d'emploi. Alors, je jette un coup d'œil sur le CV, je n'ai pas beaucoup de temps. Imaginez que vous avez en face, vous avez 1000 dossiers de candidature, vous ne pouvez pas passer 10 minutes sur chaque CV. Vous jetez un coup d'œil sur le CV, je vous assure que la moitié des CV que je reçois, je les jette directement dans la poubelle. Mais ça passe directement dans la poubelle parce que tout simplement, ça ne répond pas, ça ne donne pas envie aux recruteurs de s'attarder sur la personne. Le CV, ce n'est pas la personne, mais c'est la vitrine qui va vous permettre d'entrer en contact avec le recruteur. Donc, soignez bien vos CV. Un CV avec des truffés de fautes d'orthographe, ça ne sert strictement à rien. Ça va même vous desservir. Une lettre de motivation qui est assez beaucoup de gens se livrent à des parce qu'ils ne savent pas comment faire. Je ne plains pas les gens mais souvent ils sont mal encadrés, ils ne savent pas comment faire, etc. Et c'est pour cela qu'il est très important de pouvoir organiser des activités d'encadrement des jeunes sur ces sujets. Mais une lettre de motivation qui ne dit rien sur la personne, qui ne dit rien sur sa motivation, qui est un simple copier-coller, vous êtes tombé sur une lettre de motivation type sur Internet, vous l'avez collé, une lettre de motivation qui n'exprime pas vos motivations, votre volonté, votre valeur ajoutée, elle va vous desservir directement. Alors, essayez de développer un dossier de candidature parce que le CV, c'est l'arme la plus importante en termes de recrutement. Dans le processus de recrutement, le CV, c'est l'outil qui va permettre d'initier le contact entre un recruteur potentiel et un demandeur d'emploi. Le CV est extrêmement important. Et même si dans le circuit informel, quand je recommande quelqu'un à l'une de mes connexions, la première chose qu'il me dit, tu nous mets en contact, tu lui demandes de m'envoyer un CV ou tu m'envoies son CV. Donc le CV, il est extrêmement important et il doit être bien soigné. On n'a pas le temps de s'attarder sur les techniques d'élaborer un CV parce qu'on a d'autres sujets à aborder. Et j'aimerais aussi essayer de répondre à vos questions. Mais il est extrêmement important. Vous pouvez aller sur Internet, vous allez trouver beaucoup de conseils sur comment rédiger, soigner son CV. Vous allez trouver des vidéos sur YouTube. Vous êtes une génération connectée. Vous avez énormément d'opportunités maintenant avec les outils liés à Internet. Donc, essayez d'en profiter pleinement. Donc, au lieu de poser des questions, qu'est-ce que je dois faire, mais allez sur YouTube, comment écrire un CV. Vous allez tomber sur 14 000 vidéos avec des spécialistes qui vous donnent des conseils, etc. Donc, essayez d'en profiter. Alors, maintenant, on va passer à l'autre composante qui est moins classique, qui est peu conventionnelle. Quand on parle du marché de l'emploi, c'est occuper un emploi qui existe déjà dans une structure, que ce soit une entreprise, une organisation publique, une organisation internationale, mais il y a aussi d'autres possibilités de créer votre propre emploi. Et ceci passe
nécessairement par créer une nouvelle structure, donner vie à une nouvelle organisation et créer une entreprise. Le profil d'entrepreneur et les jeunes entrepreneurs est très à la mode actuellement et beaucoup de jeunes, durant leur étude, mais aussi durant leurs premières années d'expérience professionnelle, peuvent être tentés par tout simplement créer leur poste d'emploi. Ceci passe par la création d'une entreprise. Cette entreprise, elle est inexistante dans la plupart des cas. Et là, on parle de création ex nihilo, donc une entreprise qui n'existe pas. Vous allez prendre l'initiative, porter un projet pour créer une entreprise ou reprendre une entreprise existante. Donc, vous pouvez reprendre, acheter l'entreprise de quelqu'un ou récupérer une entreprise familiale ou de quelqu'un de vos connaissances, ou etc. Ça peut prendre plusieurs formes, mais il s'agit ici de créer votre propre emploi. Et ceci répond beaucoup plus ça dépend de la personne, mais il y a beaucoup de personnes qui aimeraient être leur propre chef, qui aimeraient créer leur poste de travail en créant leur entreprise directement. Donc, ceci est un autre sujet assez complexe, dont on n'a pas le temps de discuter dans le détail maintenant, c'est comment créer une entreprise ou autre, mais il suffit, j'aimerais bien partager avec vous un certain nombre d'idées. La première idée, c'est que la volonté de créer une entreprise, ce n'est pas c'est un processus assez long. Donc, c'est une idée qui commence souvent, ça commence par une idée, et cette idée commence à germer, la personne commence à acquérir les compétences nécessaires en matière de création d'entreprise, commence à envisager et à vérifier la faisabilité et le réalisme de l'idée, et ça peut aboutir à une idée changée partiellement, ça peut aboutir à une autre idée, etc. Donc, le parcours d'entrepreneur, c'est un parcours de combattant, mais c'est un parcours aussi assez rémunérateur en termes d'investissement, parce que vous créez votre entreprise, ce qui vous permet d'avoir des retours sur investissement qui peuvent être considérables, mais aussi qui peut apporter une satisfaction psychologique et une satisfaction sociale. Après, ça dépend de la personne. Est-ce que vous vous reconnaissez plus dans le salarié? Est-ce que vous vous reconnaissez plus dans une fonction libérale où vous allez être médecin, où vous allez être avocat ou autre? Ou est-ce que vous vous reconnaissez plus dans une activité d'entrepreneuriat qui n'est pas conventionnel? Le parcours le plus simple, c'est ce qui existe. Il y a un poste d'emploi qui existe. Vous allez l'occuper, vous allez fonctionner avec les règles du jeu. Mais le revers de la médaille de l'entrepreneuriat, c'est que vous allez vous exposer, vous allez prendre des risques, vous risquez de perdre votre argent, vous risquez de perdre votre temps, etc. Mais c'est pour cela que je disais tantôt que c'est lié à vos ambitions personnelles, à vos aspirations personnelles, à vos capacités personnelles, etc. Donc, vous pouvez essayer pour ceux d'entre vous qui pourraient être intéressés par l'entrepreneuriat. Il y a énormément de cours, il y a énormément de ressources sur Internet sur comment développer son idée, sur comment développer son parcours d'entrepreneur, sur comment passer à l'acte, comment trouver des financements, etc. C'est assez problématique, je ne vous dis pas que c'est simple, mais c'est une possibilité, c'est une piste d'emploi qui est présente parallèlement à celle du salariat. Beaucoup de gens sont formatés, surtout dans notre contexte local, sont formatés. Tout le monde veut rejoindre la fonction publique. Voilà, ça a été présenté longtemps comme l'idéal. Oui, je vais travailler dans un ministère, je vais travailler dans une organisation publique avec les mythes de ce qu'on appelle la fiche budgétaire. Je vais avoir une certaine qui représente une certaine stabilité, une certaine assurance de l'emploi, etc. Mais je pense qu'avec la mentalité des nouvelles générations, beaucoup de jeunes qualifiés s'intéressent peu à ce genre de parcours classique, à faire carrière, même si c'est toujours intéressant. Je ne dis pas que c'est pas intéressant de faire carrière dans un ministère, dans une organisation publique assez classique, qui correspond au profil assez classique. Mais il y a énormément d'autres possibilités avec le développement du secteur privé. Malheureusement, on est toujours frappé par l'informalité du secteur privé, mais nous avons maintenant beaucoup plus
d'organisations alternatives, beaucoup plus le secteur bancaire est en développement, le secteur des télécommunications, le secteur des mines, ça c'est les secteurs qui sont les plus porteurs, mais il y a aussi le secteur du BTP, etc. Et le secteur des services globalement qui est porteur de beaucoup d'opportunités qui ne sont pas exploitées actuellement, qui peuvent être exploitées, qui sont exploitées par des petites entreprises et qui ont besoin de recruter pour pouvoir jouer, assurer leur expansion, assurer leur développement, mais aussi il y a beaucoup d'opportunités présentes dans l'environnement qui peuvent être exploitées à travers l'entrepreneuriat. Je vais m'arrêter là. Je vais juste ajouter 2 points qui sont d'une extrême importance. Globalement, pour pouvoir réussir une carrière, nous avons besoin de développer un certain nombre de compétences qu'on appelle communément les soft skills. C'est-à-dire, c'est des compétences qui ne sont pas dures. C'est des compétences qui ne sont pas des compétences techniques que vous pouvez acquérir dans une formation classique d'ingénieur, de spécialiste en finance, de médecin, d'agronome ou autre. Mais quelle que soit votre spécialité, quelle que soit votre carrière, la carrière envisagée, votre plan de carrière et vos ambitions professionnelles, vous avez besoin et vous avez beaucoup plus de chances de réussir votre carrière en développant des compétences qui sont plutôt liées à votre personne, à votre capacité à intervenir dans une organisation, dans un cadre organisé, à votre capacité à interagir avec les autres, etc. C'est des compétences qu'on développe où il y a très peu d'offres d'enseignement. Je dirais que pour un certain c'est souvent des compétences qui sont acquises sur le tas, sur le poste. C'est-à-dire que vous allez, en faisant, faire ce qu'on appelle du learning by doing. Donc, vous allez apprendre en faisant. La communication, par exemple, je prends l'exemple de la communication, parler en public. Parler en public, je vais passer sous silence les compétences linguistiques parce que pour pouvoir communiquer, vous devez maîtriser une langue. Ce qui est assez évident pour tout le monde. Et je sais que beaucoup d'entre vous peuvent avoir des difficultés héritées. C'est pas pour justifier, mais connaissant bien le système de l'éducation, je sais que ce n'est pas aussi évident d'avoir la maîtrise des langues. Donc, on a toujours des difficultés, que ce soit en français, que ce soit en arabe, que ce soit en anglais, parce que ça dépend de votre projet professionnel. Est-ce que vous voulez une exposition à l'international? Est-ce que c'est votre exposition plutôt locale? Mais surtout, le marché du travail mauritanien, il est dominé par le français, et surtout le secteur privé. L'arabe aussi est extrêmement important pour un certain nombre de carrières. Mais les langues dont vous auriez besoin doivent être clairement définies dans votre plan de carrière. Donc, vous devez avoir une maîtrise de la langue. Mais au-delà de cette maîtrise de la langue, vous avez besoin d'un certain nombre de compétences de communication qui ne sont pas seulement liées. La langue, c'est la condition sine qua non pour pouvoir communiquer. C'est un prérequis, parce que si vous ne parlez pas français, vous n'allez pas pouvoir parler en public. Si vous ne parlez pas arabe, vous n'allez pas pouvoir parler en public en arabe, etc. Mais la langue à elle seule ne vous donne pas, l'apprentissage de la langue ne vous donne pas la clé de succès en termes de communication. Donc, il y a beaucoup de techniques de communication. Apprendre à communiquer, apprendre à rédiger des correspondances, apprendre à parler en public, apprendre à animer des réunions, apprendre à communiquer oralement, par écrit, à maîtriser la communication non verbale. C'est un certain nombre de compétences qui s'acquièrent petit à petit. Il y a un certain nombre de techniques que vous pouvez mobiliser. Il y a un enseignement sur comment agir, sur comment négocier, etc. Mais c'est des compétences que vous allez découvrir et que vous allez affirmer à travers vos activités. Donc, c'est un apprentissage de longue haleine et progressif. Et à ce titre, beaucoup de ces soft skills peuvent être développés dans des cadres qui ne sont pas, où vous n'avez pas besoin d'attendre la dernière minute, une fois que vous avez votre diplôme et vous allez aborder le marché de l'emploi, parce que pour pouvoir aborder le marché de l'emploi et trouver des opportunités, ces compétences sont extrêmement valorisées. Deux ingénieurs
je reçois 2 CV d'ingénieurs en génie civil qui ont fait une formation assez similaire avec un bac+5, une école d'ingénieur en génie civil. Après, qu'est-ce qui va faire la différence? Quand je les reçois en entretien, celui qui me donne l'impression ou qui me prouve qu'il possède un certain nombre de compétences qui peut communiquer mieux, qui peut animer des réunions, qui peut présenter correctement des présentations en public, etc. Celui-là aura beaucoup plus de chances à attirer mon attention que l'autre qui peut être très bien formé avec des compétences assez pointues techniquement, mais qui est très peu valorisé vu qu'il ne peut pas jouer des rôles parce que quand vous êtes en entreprise ou quand vous êtes dans le monde du travail, vous ne travaillez pas seul. Donc, les compétences techniques peuvent être utiles pour pouvoir faire un certain nombre de choses. C'est des prérequis pour un certain nombre de postes. Mais vos compétences en matière de leadership sont extrêmement importantes. Vos compétences en matière de communication sont extrêmement importantes. Vos compétences en matière de gestion des conflits sont extrêmement importantes. Vos compétences en matière de négociation sont extrêmement importantes. Et ce n'est pas des compétences que vous allez pouvoir prouver avec des diplômes. Et ce n'est pas nécessairement des compétences que vous pouvez acquérir facilement dans le cadre d'une école d'ingénieur, d'une école de commerce, d'un centre de formation professionnelle ou dans une université. Ce que je peux conseiller, c'est et ça peut répondre à un double objectif. Essayez d'aborder des organisations qui peuvent vous donner l'occasion d'évoluer et d'acquérir ces compétences. Et là, il s'agit surtout du volontariat et du bénévolat qui sont deux opportunités offertes à la plupart des diplômés, qui sont deux opportunités offertes à la plupart des gens qui sont au chômage, tout simplement. Et le travail que vous allez faire certainement doit répondre à des convictions, à un engagement citoyen et personnel, mais aussi c'est l'occasion de pouvoir organiser des réunions, rédiger des PV de réunion, comprendre comment une organisation fonctionne, être en mesure de planifier une activité, être en mesure de communiquer avec les différentes parties prenantes, de communiquer avec vos collègues, de gérer des conflits, etc. Et là, c'est une occasion extraordinaire de pouvoir acquérir, de pouvoir développer, de pouvoir améliorer vos soft skills. Il y a aussi un certain nombre de méthodes sur des sujets très particuliers. Pour les commerciaux, par exemple, il y a des modules que vous pouvez consulter, que vous pouvez suivre en dehors de l'école, sur des sites comme Coursera ou edX, sur la négociation, par exemple, sur la communication, etc. Et ça va vous permettre d'acquérir, même si c'est théorique, l'enseignement, ça reste théorique. Et le plus important, c'est ces astuces et ces enseignements, de les mettre en pratique, les confronter à la réalité. Et c'est ça qui va vous permettre véritablement de pouvoir décoller en matière de compétences personnelles. Et là, je vous le dis sincèrement, quand je suis face, en tant que recruteur, quand je suis face à deux individus qui ont des compétences techniques qui répondent aux exigences, aux prérequis de compétences techniques, ça va se jouer essentiellement, le choix, ça va se jouer essentiellement sur leurs compétences. Et leurs compétences, même si je ne suis pas, vu que c'est des soft skills qui sont difficilement mesurables, ça va se jouer, ça peut se refléter dans un CV avec des rôles de leadership que vous avez joué dans une organisation étudiante, dans une association de quartier, dans une association avec des rôles de bénévolat, etc. Donc, avec la participation à des conférences, etc. Donc, c'est vraiment mais aussi votre capacité durant un entretien à faire preuve à montrer ces compétences qui sont extrêmement recherchées par les recruteurs, parce que au-delà, on ne recrute pas une machine, au-delà des compétences techniques, on recrute un homme ou une femme, c'est-à-dire une personne qui va être insérée dans un milieu professionnel avec des collègues, avec des clients, avec des investisseurs, avec des actionnaires, avec des fournisseurs, etc. Donc, une personne qui doit communiquer, qui doit réagir, qui doit négocier, qui doit gérer la complexité, qui doit aspirer aussi à réaliser, à évoluer dans son domaine. Donc, évoluer, ça nécessite, vous êtes ingénieur sortant de l'université, vous allez commencer par un poste
technique, mais au bout de 5 ans, vous voulez prendre la place de votre manager, vous voulez évoluer dans votre carrière, dans 10 ans, vous voulez créer votre entreprise ou prendre la tête de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, etc. Et pour pouvoir le faire, vous avez besoin de ces soft skills dont je parlais tout à l'heure. Dernier point, nous avons pris beaucoup de temps parce que c'était prévu de. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous me suivez? Alors, ok. Parce que je suis pas sûr, parce que la connexion peut sauter à tout moment. Donc, s'il y a des problèmes de connexion, essayez de me le faire savoir. Alors, le dernier point que j'aimerais développer, c'est un point que j'avais déjà évoqué, et c'est ce qu'on appelle le networking. Et le networking, c'est un anglicisme, c'est un mot qui maintenant qui fait partie du français utilisé dans le monde des entreprises. Le networking, c'est le réseautage, c'est votre capacité à développer, à s'insérer, à faire part, à bénéficier en réseau professionnel. Donc, il faut être capable de développer ce réseau professionnel qui est extrêmement important et qui est un outil très puissant au service de votre carrière. Peut être au service d'autre chose parce que vous pouvez toujours répondre à des doubles objectifs. Tout en poursuivant des objectifs d'engagement citoyen, c'est l'opportunité de rencontrer des gens, tout en évoluant dans un cercle où il y avait des anciens étudiants ou des anciens diplômés d'une formation que vous avez faite. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous suivez toujours? Allô? Ok. Alors, donc, cette idée de s'insérer dans des réseaux professionnels, cette idée de faire connaissance, d'aller vers l'autre, de faire connaissance d'un réseau structuré et d'avoir votre propre réseau professionnel est fondamentale dans la poursuite de votre plan de carrière. Parce que même si vous avez les meilleures compétences qui peuvent être recherchées sur le marché du travail, si ces compétences ne sont pas connues, ne sont pas valorisées, vous allez rater énormément d'opportunités. Que ce soit dans le domaine d'entrepreneuriat, même si vous cherchez, si vous êtes consultant et vous cherchez des possibilités des contrats de consulting, si vous cherchez à occuper un poste salarié dans une organisation, etc., il faut faire ce qu'on appelle du personal branding. Ça veut dire vous devez améliorer, vous devez soigner votre image de professionnel qualifié avec des qualifications dans un tel domaine ou autre. Et aussi être connecté à un certain nombre de personnes qui sont en mesure de vous offrir des opportunités professionnelles et vous aussi, en retour, vous serez dans la position de leur offrir des perspectives professionnelles, que ce soit dans le domaine d'échange d'informations, que ce soit dans le domaine d'échange d'opportunités, que ce soit dans le domaine d'entraide ou de partenariat sur un projet particulier, etc. Donc, le networking est extrêmement important. C'est vraiment la clé pour booster votre carrière et booster et accéder à beaucoup d'opportunités qui ne sont pas publiques, qui ne sont pas connues par tout le monde, etc. Alors, je vais m'arrêter là et si vous avez des questions, je vais voir avec le modérateur s'il a déjà préparé des questions. On a pris beaucoup de temps, donc ça c'est l'attitude du professeur qui peut parler pendant 4 heures sans s'arrêter, mais je vais essayer d'être bref en répondant à quelques questions. Alors,
Les profils LinkedIn. Donc, ça rejoint. Il y a une question sur les profils LinkedIn. Il n'y a pas que LinkedIn. LinkedIn, c'est le réseau le plus consulté par les recruteurs et par les professionnels. Mais il y a aussi notre réseau qui s'appelle Viadio. C'est un réseau un peu francophone qui offre les mêmes possibilités. Donc, un profil LinkedIn est un profil extrêmement important, surtout dans le contexte actuel, parce que le premier réflexe qu'un professionnel ou qu'un recruteur fait quand on lui recommande quelqu'un, c'est de le googler. Donc, vous googlez quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui sont inexistants. Mais si vous avez un profil LinkedIn, au-delà du profil Facebook qui est assez personnel et qui n'est pas du tout professionnel, qui peut être utilisé à des fins professionnelles, mais le réseau LinkedIn, c'est un réseau qui est fait et qui est orienté vers le monde professionnel. Donc, c'est bien d'avoir un réseau LinkedIn, mais c'est bien d'avoir un compte LinkedIn, un profil LinkedIn mis à jour et valorisant. Ça ne sert à rien de créer un compte LinkedIn avec Mohamed Ahmed, un profil vide, et vous allez commencer à envoyer des invitations à des gens. Certains peuvent accepter votre invitation, d'autres ne le feront pas parce que vous ne représentez aucun intérêt professionnel à leurs yeux. Je vais vous raconter mon histoire personnelle. À l'époque, j'étais étudiant, j'avais créé mon compte LinkedIn, je me posais la question, mais à quoi ça sert? Ça fait un bon moment. Et à l'époque, LinkedIn n'était pas aussi connu que ça, mais j'avais commencé par mettre à jour déjà ma formation, mon cursus scolaire, académique et professionnel, les quelques expériences professionnelles que j'avais eues à l'époque. J'avais fait quelques stages, donc j'avais bien valorisé les stages que j'avais fait, dans quelle entreprise, quelles tâches j'étais en charge de faire travailler sur quoi, sur quel projet, sur quelle tâche, etc. Donc, vous pouvez vous dire, oh, j'ai pas grand chose à partager, mais il y a toujours quelque chose sur vos études, sur vos expériences, même si vous pensez qu'elles ne sont pas significatives, mais bon, à votre niveau, elles sont assez significatives. Quand je vais chercher à recruter un ingénieur junior ou un spécialiste en marketing junior, je ne cherche pas quelqu'un avec 20 ans d'expérience, je veux quelqu'un qui vient de sortir de l'école. Donc, je vais consulter des profils et là, il y a des choses qui font la différence encore. C'est en quelque sorte un CV électronique que vous exposez. Ce n'est pas votre CV parce que le CV est conçu différemment, mais les mêmes informations dans un CV sont présentes dans le profil LinkedIn. Donc, vous avez une partie sur vos expériences professionnelles, les tâches que vous avez fait dans le cadre de vos études, essayez de détailler, de donner plus d'informations, donc diplôme, master, économie, c'est quoi exactement, mais il faut essayer à peaufiner cette section en disant oui, j'ai travaillé, j'ai écrit un mémoire, j'ai rédigé un mémoire sur l'économie monétaire dans ceci ou dans cela. Ça donne beaucoup plus de valeur que d'écrire tout simplement master économie. Il faut bien que l'université soit essayer d'en enseigner avec des dates, etc. Mais il y a une partie aussi, c'est l'engagement, et qui est extrêmement important. Si vous avez joué des rôles de volontaires, si vous avez créé des associations, si vous avez été engagé sur un sujet ou un autre, vous avez la possibilité de le mentionner. Les langues, c'est la même chose. Il y a un conseil qui revient en permanence et qui est un conseil standard. J'espère que vous êtes tous conscients de ça. Ça ne sert à rien de mentir dans un CV. Donc, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, vous pouvez gonfler votre CV, vous pouvez gonfler votre profil LinkedIn, mais ça va vous rattraper. Je pense que j'ai pas besoin de m'attarder là-dessus, mais beaucoup de gens peuvent être tentés en se disant oui, je vais mettre que je parle italien. Personne en Mauritanie ne parle italien, donc personne ne peut me contredire, mais c'est une très mauvaise idée de mentir dans un CV ou dans un profil, parce que ça laisse des traces déjà. Après, vous voulez les supprimer, mais il y a des gens déjà qui ont consulté de oui, le gars il parle italien. Et vous pouvez être confronté à des situations qui sont assez déplaisantes et qui peuvent décrédibiliser. J'ai le souvenir de quelqu'un qu'on voulait recruter qui avait un excellent profil. Et c'était à l'époque, je travaillais dans une organisation internationale de développement. Et le monsieur avait un excellent profil, mais il avait écrit dans la section langue qu'il avait le TOEFL. Et l'anglais n'était pas aussi important. C'était
c'était demandé d'avoir des notions d'anglais pour ce poste, mais ce n'était pas un prérequis. Et même s'il y avait d'autres personnes qui parlaient anglais, son profil sortait du lot. Et quand on a fait l'entretien, le monsieur a fait le TOEFL, on commence à lui poser des questions en anglais, mais il avait raté. S'il n'avait pas menti en disant qu'il avait un niveau intermédiaire ou un niveau basique en anglais, il allait avoir le job. Mais voilà. Donc c'est complètement déconseillé de mentir dans un CV. Vous pouvez valoriser les compétences que vous avez, mais ça ne sert à rien d'en rajouter d'autres. Alors, ça c'est la question sur LinkedIn. Donc c'est extrêmement important, c'est extrêmement utile, fort utile d'avoir une exposition sur les réseaux sociaux professionnels. Là, je parle pas de Facebook, je parle pas de Twitter, je parle pas des réseaux de rencontres ou d'amitié ou autre, mais je parle plutôt des réseaux professionnels. Alors, les qualités professionnelles recherchées par les employeurs, il y a une qualité qui est extrêmement importante. Après, ça dépend du niveau de poste, mais on cherche toujours des gens qui ont soit un potentiel, soit des capacités affirmées de leadership. Parce que quand on dit leadership, ça englobe beaucoup de choses, mais c'est votre capacité à mener à bien un projet, à travailler avec les autres, à exercer un pouvoir à influencer les autres pour poursuivre des objectifs communs. Donc, c'est extrêmement important d'examiner, de faire un peu le bilan de qui vous êtes, quelles sont vos compétences en matière de leadership, est-ce que vous pouvez influencer des gens, et c'est lié aux soft skills dont je parlais tout à l'heure, parce que vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de discuter, vous avez besoin de travailler en équipe, et ça c'est une autre compétence extrêmement demandée, appréciée et valorisée par les recruteurs. J'avais croisé beaucoup de gens qui ont d'excellentes capacités techniques et qui sont, quand ils travaillent avec une équipe, ils ne peuvent pas travailler avec une équipe. Et ça fait partie aussi des soft skills. Parce que travailler avec une équipe, c'est pas quelque chose d'inné. On n'est pas avec cette capacité. Donc, c'est une capacité qu'on développe. Donc, il faut partager les tâches, coordonner les tâches, etc. C'est une capacité très demandée, très recherchée. Il y a aussi des compétences techniques, bien sûr. Donc, quand on annonce pour un poste, la première chose, c'est qu'il y a un contenu technique. Donc, on demande à quelqu'un de faire un travail pour pouvoir s'acquitter convenablement des tâches demandées et de la mission qui lui est demandée. Il a besoin d'avoir une maîtrise d'un certain nombre d'outils, d'un certain nombre de connaissances. Et au-delà de tout ça, dans son domaine de spécialisation, il doit être capable d'avoir une capacité de synthèse, une capacité de réflexion, de prendre du recul. Et c'est des choses, comme je disais tout à l'heure, c'est des choses extrêmement difficiles à mesurer. Pour les recruteurs, ce n'est pas aussi facile, mais il y a un certain nombre de signes que les recruteurs captent pour se dire, ouais, cette personne, il a une bonne capacité de synthèse, cette personne a une bonne capacité d'analyse, cette personne a une bonne exposition sur l'environnement du travail, elle a une bonne connaissance de l'industrie dans laquelle elle évolue, etc. Donc ça, c'est quelques qualités que je me permets de citer, qui sont assez valorisées. Alors, est-ce qu'il y a des jobs dans le domaine du big data en Mauritanie? Alors, ça, c'est assez complexe. Parce que les entreprises en général qui utilisent des méga data ou des banques de données sont assez limitées, mais il y a des opportunités comme partout. La Mauritanie, comme l'ensemble des pays qui étaient en développement, les pays qu'on appelle en développement, qui ont des difficultés dans un certain nombre de domaines et qui ne font pas le rattrapage, tous ces pays et tous ces environnements maintenant sont exposés à la révolution numérique, à l'ère Internet, etc. Donc, ces compétences, petit à petit, commencent ces nouvelles opportunités de business commencent à émerger. Il y a des entreprises, il y a des tentatives, etc. Pour le moment, ce n'est pas
il n'y a pas une grande demande en la matière, mais il y a aussi ce qu'on appelle des projections à court terme qui peuvent servir à un professionnel. Vous vous positionnez dans un secteur, vous faites des études, même s'il n'y a pas d'opportunité existante à court terme, vous pouvez tabler sur dans 5 ans. Est-ce que c'est pour cela qu'il faut avoir une meilleure compréhension de l'environnement économique global du secteur d'activité que vous voulez intégrer. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne peux pas suivre la discussion parce qu'il y a énormément de messages. Je vais essayer de répondre encore à une ou deux autres questions. Euh, alors, le marché formel d'emploi, j'avais parlé déjà du site beta.mr. Donc, c'est un site qui a gagné en notoriété. Puis, au début, c'était assez timide, il y avait peu d'offres d'emploi. Maintenant, il y a beaucoup d'offres d'emploi. Beaucoup de recruteurs s'adressent à ce portail qui est en quelque sorte un marché. Parce qu'un marché, par définition, c'est un lieu de rencontre de l'offre et de la demande. Donc, les recruteurs, l'offre d'emploi se trouve sur les sites et il y a des internautes, des demandeurs d'emploi qui vont sur les sites pour voir est-ce qu'il y a des opportunités qui les intéressent. Donc, ça c'est une plateforme assez connue et assez efficace. Mais il y a aussi d'autres opportunités qui passent par les entreprises directement. Donc, je prends le cas d'Itasiast, par exemple. Ils ont un portail de recrutement où ils annoncent tous les profils toutes les demandes d'emploi, toutes les nouvelles offres, elles sont communiquées sur le profil. Et si vous vous inscrivez, vous allez recevoir, moi je reçois, ils m'appellent tout le temps avec je me suis inscrit, je me souviens, cela fait 10 ans sur le portail et je reçois toujours jusqu'aujourd'hui, je reçois des offres en disant oui, on a besoin de recruter un spécialiste en logistique, on a besoin de recruter un ingénieur en ceci ou en cela. Il y a certaines entreprises, surtout les entreprises des opérateurs internationaux, ont leur portail de recrutement directement. Donc, il suffit d'aller, de rechercher directement, de faire la liste si vous êtes intéressé par un secteur particulier, le secteur des mines par exemple. Il y a un certain nombre d'intervenants. Vous pouvez aller sur leur site internet, voir est-ce qu'ils offrent, est-ce qu'ils ont une plateforme électronique pour offrir des emplois. Tout ce qui est public, c'est régi par d'autres règles. Le privé, comme j'expliquais tout à l'heure, il identifie le besoin. S'ils peuvent recruter sans passer par une annonce, des analyses de dossiers, ils vont le faire parce que ça coûte beaucoup moins cher, ça ne consomme pas de temps et c'est beaucoup plus pratique de cibler quelqu'un de particulier qui est recommandé par des personnes. Donc voilà, ça c'est pour le secteur formel. Donc pour le public, il y a un certain nombre de règles. Tous les concours répondent à un certain nombre de règles, donc ils doivent être annoncés. Il y a le site concours.gov, donc il y a toutes les possibilités, les offres de recrutement qui sont souvent des concours de recrutement de masse, de 2 personnes, de 10 personnes, de 20 médecins, de 4 ingénieurs, etc. Donc il y a des opportunités qui peuvent se trouver aussi sur beta.mr. Donc ça fait un moment que je ne suis pas, mais souvent ces offres se trouvent sur ce bêta et dans la presse locale, etc. Mais il faut vraiment partir avec cette idée en tête que ce qui est annoncé des emplois représente une faible proportion des recrutements qui se font en Mauritanie. Il y a énormément de recrutements qui se font, mais qui se font, comme j'ai expliqué, surtout à travers des réseaux de recommandations. Ce n'est pas du favoritisme, c'est pas seulement que j'ai vous pouvez être mon cousin, mon frère ou mon ami. J'ai un contact professionnel qui cherche un bon comptable. Donc, si je vous propose, si vous ne répondez pas aux qualifications qui sont demandées, la personne ne va pas s'intéresser. Donc déjà, elle ne va pas vous recruter. Et la deuxième chose, c'est que je vais perdre ma crédibilité. Donc je ne vais pas m'aventurer à recommander des profils. Donc il y a un système de recommandation qui fonctionne avec des réseaux. C'est pour cela, je reviens encore sur
l'importance des réseaux professionnels. Et votre réseau professionnel, vous pouvez le soigner, vous pouvez le développer de différentes manières. Si vous avez fait un stage, gardez un bon contact avec les gens que vous avez croisés dans ce stage. Si vous participez à une conférence où il y a des gens qui peuvent vous intéresser, des conférenciers ou des participants, allez vers ces personnes, demandez leur carte, ne soyez pas timide, demandez leur carte de visite, entrez en contact avec eux. Et il y a aussi tous les outils électroniques, il y a LinkedIn qui peuvent vous permettre de contacter, de chercher des gens. Je cherche quelqu'un dans l'entreprise X, donc je vais je vais chercher, je vais tomber peut-être sur le responsable commercial. Je le fais poliment, donc je vais pas harceler les gens. Donc je peux lui envoyer un message en lui demandant de mettre en contact, si je peux avoir le contact des responsables des ressources humaines afin que je puisse lui envoyer une candidature spontanée, etc. Donc ça fonctionne comme ça. Beaucoup d'offres passent par ces canaux qui sont informels mais qui sont extrêmement efficaces. Et soyez sûr que ce n'est pas la spécificité de la Mauritanie. C'est partout dans le monde, ça fonctionne parce que simplement c'est plus efficace. Ça coûte moins cher, ça prend moins de temps et ça permet de cibler des personnes qui ont le profil requis. Alors, nous avons largement dépassé le temps qui était prévu pour cette session. La dernière question de la part des organisateurs. Moi, je tiens d'abord à remercier les organisateurs encore parce que je pense que cette initiative est une excellente initiative, d'abord parce qu'elle va permettre surtout avec la technologie, moi je participe à beaucoup de conférences, mais souvent c'est limité, on ne peut pas avoir beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui sont en déplacement qui ne peuvent pas participer. En utilisant l'outil technologique, maintenant on peut atteindre beaucoup plus de gens, on peut interagir avec beaucoup plus de gens. C'était une excellente idée. Inviter des gens qui ont un peu d'expertise, qui ont des expériences à partager, c'est extrêmement important parce que moi, je rêvais d'avoir cette opportunité quand j'étais plus jeune. Au début, je n'avais pas beaucoup d'opportunités d'être accompagné, d'être conseillé par des gens qui ont plus d'expérience que moi, plus d'exposition sur les métiers, etc. J'imagine que si j'avais cette chance, j'allais être content. L'idée d'inviter des intervenants qui ont des choses à dire, des choses à partager. J'espère que j'étais à la hauteur et malheureusement, j'ai pas eu le temps de me focaliser et de répondre à toutes vos attentes, mais j'espère quand même que j'ai pu donner quelques pistes de réflexion pour vous tous en matière de confection de votre carrière, que ce soit en matière d'orientation professionnelle, etc. Donc, je salue l'initiative, je trouve qu'elle est extraordinaire je vous demande de continuer. Je serai là pour vous accompagner si vous avez besoin d'un coup de main à tout moment. Je peux aussi vous recommander. Et là, c'est un exemple de fonctionnement des réseaux. Si vous êtes en contact avec quelqu'un dans un domaine particulier, demain, pour pouvoir chercher d'autres intervenants, moi, je peux recommander d'autres personnes. Mais il faut toujours différencier l'idée du réseau avec l'idée du favoritisme et du copinage. C'est pas la même chose. Le réseau, ce n'est pas un cercle d'amis, ce n'est pas des liens familiaux, mais c'est des gens qui partagent un certain nombre de choses ensemble, surtout dans le milieu professionnel, qui ont des intérêts communs et qui peuvent partager des informations, partager des opportunités, travailler ensemble, développer des projets en commun, etc. Donc, je vais conclure là-dessus. Donc, je tiens à remercier l'audience, nos amis qui nous ont accompagnés dans tout ce temps. Nous avons fait, c'était prévu de faire 30 minutes, là on est à 1h20. Donc, merci à vous, merci de votre attention. Je suis ouvert à, malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, si vous voulez des recommandations. J'essaierai de mon mieux de répondre à la majorité d'entre vous, mais si je ne le fais pas assez vite, donc comprenez que je reçois beaucoup de messages et que je suis occupé ailleurs, mais dès que j'ai l'opportunité de le faire, j'essaierai de vous donner un coup de main parce que tout simplement, je crois en vous et je crois que tout simplement l'avenir de la Mauritanie, de notre développement est conditionné par la mobilisation de toutes ces
cette force qui réside en vous. Vous êtes l'avenir de la Mauritanie. Donc, parier, investir en vous, c'est la meilleure solution pour assurer le développement souhaité pour notre chère patrie. Alors, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.